Est-ce que l'État a une responsabilité dans cette affaire ? Alors, l'État a certainement une responsabilité. Alors, le problème est dû déjà au fait de la multiplication du nombre des jardins d'enfants. Effectivement, le contrôle, aussi bien a priori qu'à posteriori, c'est-à-dire avant l'ouverture qu'après l'ouverture, n'est pas très efficient, certainement. C'est vrai que aussi le code d'incitation aux investissements, avec son article là, 49, qui octroie beaucoup d'avantages donc aux promoteurs des jardins d'enfants, a fait peut-être aussi que le nombre de jardins d'enfants pousse aujourd'hui un petit peu comme des champignons un peu partout. Là, ils sont sous couvert associatif. Hein. Ils ne répondent pas au cahier de charge et ils n'ont pas l'obligation d'y répondre. Justement, le problème du cahier de charge, quand je dis qu'il faudrait peut-être un contrôle renforcé a priori, moi, avant l'ouverture des jardins d'enfants, je me pose la question de savoir si effectivement la simple soumission à un cahier des charges est suffisante. Peut-être faut-il revenir à l'octroi d'une autorisation donc du ministère de tutelle, plutôt qu'à la simple soumission à un cahier de charges. Vous répondez à la question. Quels sont les outils, justement, de la politique pour empêcher le viol d'une fillette ou de X, ça peut être un garçon aussi, il faut renforcer le contrôle, justement. Par un pédophile entre quatre murs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut renforcer le contrôle, donc avant l'ouverture et après l'ouverture. Moi, j'ai une question qui est un peu Excusez-moi, bizarre. Après l'ouverture. Donc, pourquoi on attend qu'il y ait toujours un problème pour réagir ? Non, on attend qu'il y ait un problème pour réagir. Non, écoutez, déjà, alors, pour ce qui est de après l'ouverture, le contrôle, vous savez qu'il y a les délégués de protection de l'enfance qui sont là pour exercer ces contrôles. Peut-être que le nombre d'inspecteurs n'est pas suffisant, surtout par rapport au nombre nouveau de jardins d'enfants qui ont ouvert. Ils sont peut-être dépassés un petit peu par ce nombre de jardins d'enfants qui ouvrent. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une autorisation plutôt qu'à une simple soumission au cahier des charges ? Et puis ensuite, il faut renforcer le contrôle a posteriori. Donc, je sais que, en tout cas, la ministre des Affaires de la Femme et de la Famille s'est penchée là sur une proposition intéressante qui date d'ailleurs de 2002, qui est ancienne, mais qui est en train d'être mise là peut-être à jour, qui est de cette instance qui est supposée donc promouvoir et défendre les droits de l'enfant et qui va aussi normalement qui est supposée aussi donc exercer elle aussi un contrôle sur les. Non, là franchement c'est pas une réponse. Excusez-moi, on a des problèmes de centaines de jardins d'enfants sans autorisation ouverts aujourd'hui et vous me parlez d'une instance à mettre en place. Il faut mettre... mais je veux dire, c'est pas la réponse, elle n'est pas adéquate. C'est pas la seule réponse qui est à apporter. C'est même pas une question d'autorisation ou pas, ce sont des jardins d'enfants sans autorisation. Donc, ils sont même pas... Ils sont hors la loi. Ils sont hors la loi. Sans autorisation, il faut quelqu'un qui contrôle l'existence de ces jardins d'enfants qui sont sans autorisation. Justement, cette instance est supposée exercer ce contrôle et les inspecteurs sont supposés exercer ce contrôle. Il faut peut-être multiplier le nombre d'inspecteurs, il faut multiplier le contrôle à ce niveau-là. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra se rendre compte qu'il y a des jardins d'enfants, justement, qui sont ouverts sans autorisation. Toute la question là, est-ce que c'est la bonne solution aujourd'hui ? Et comment fermer, comment procéder à ce contrôle ? Il faut bien déjà, un contrôle pour pouvoir les fermer. De mettre en place une structure de toute petite enfance. C'est pas possible de ne pas prendre de garantie minimum. Que le décret-loi sur les associations permette de mettre en place un certain nombre d'activités hors scolaires et autres, au temps scolaire, mais aujourd'hui, accueillir de la petite enfance, ça nécessite quand même des compétences particulières et des professionnels précis. Aux conditions qui sont énumérées dans le cahier des charges. Qu'on n'ait pas, alors qu'on sait que ce sont des associations qui sont derrière. Cette piste d'aller réformer peut-être au niveau de ce que peut faire une association et ne peut pas faire. Pourquoi elle n'est pas soumise au même cahier de charge du moment qu'elle accueille de la petite enfance. On est dans de l'utilité publique en termes d'accueil et de service. Donc on n'a jamais creusé ces pistes-là et depuis des mois on entend on n'a pas suffisamment de contrôleurs donc on ne sait pas quoi faire et puis on nous propose de réformer les lois on va peut-être faire une instance. Il s'agit d'une réponse beaucoup plus immédiate parce que aujourd'hui, demain et hier, il y a des abus et il y a de la maltraitance dans des espaces à huis clos où les enfants sont sous le contrôle de personne.
Et ils sont sous le diktat de personnes non professionnelles pour une bonne partie. Qu'est-ce que vous répondez? Donc ça nécessite, ne serait-ce que d'en parler, de mener une vraie campagne, d'alerter les parents, de sensibiliser l'entourage et de pousser les Tunisiens à dénoncer quand ils voient qu'il se passe quelque chose de pas très normal sur leur palier, de le dire. C'est ce qu'est censé faire cette instance, justement. C'est aussi, ça fait partie du rôle. Excusez-moi, on n'a pas fini la Constitution, on a des lois prioritaires. Mais il faut donc bien le temps de solutions. voter une instance, Ahmed vous dira combien de temps il faut et il faudra l'inclure dans le calendrier de M. Ibn Jafar. Donc ce sera pour le prochain mandat. Et pas celui-ci. Donc il faut arrêter de faire de la démagogie. Il faut bien trouver des solutions. Ça, c'est pas de la démagogie, c'est essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, immédiatement, dans l'immédiat, là, tout de suite? C'est ce que je vous ai dit. Oui. De lancer des spots de sensibilisation par rapport aux parents. Dire aux parents d'envoyer au service de la petite enfance les adresses là où sont leurs enfants pour essayer de collecter et voir s'il y a des endroits qui ne sont pas repérés et puisqu'il y a des endroits qui échappent complètement à un cadre légal. Mais je veux dire, il s'agit pas délégués à la protection de l'enfance. Que les parents déclarent où sont leurs enfants. À la rigueur, si on n'a pas les moyens d'aller dans les jardins d'enfants, qu'on amène les parents à faire une déclaration à la mairie. Moi, je suscite votre réaction par rapport. Il faut trouver d'autres pistes qui amènent de la réactivité immédiate et non pas quelque chose qui a. Ça, c'est à faire. Mais ça, le cadre légal est à faire. Mais je veux dire, les services de la petite enfance ont aussi des réponses immédiates à apporter pour rassurer. Et on ne peut pas continuer. On va terminer ce débat parce qu'on a vraiment d'autres dossiers à traiter. C'est la participation de justement, tous, en fait. Je vais vous donner la parole, Monsieur Hamemi. Je pose une question d'ordre général à tout le monde, à mes trois invités. Qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Rida Blahaj du Parti Tahrir qui dit que c'est la faute des laïcs qui a justement ces viols et qu'il faut instaurer la charia et la loi de la charia pour justement régulariser tout ça? Qu'est-ce que vous répondez? Oui, c'est pas du tout cela, c'est déplacé comme... c'est Monsieur Rida Blahaj qui déclare ça. Écoutez, il faut qu'il y ait une solution à plusieurs volets. La sensibilisation, c'est très important. Bien sûr, il faut empêcher ces crimes à se reproduire au futur. Et pour cela, il faut qu'il y ait vraiment une solution au niveau législation, mesures administratives, sensibilisation, formation. Côté réglementaire, il faut qu'il y ait des actions immédiates actuellement pour ces jardins d'enfants qui sont hors la loi. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Avant de passer, s'il vous plaît, j'ai un petit mot à la famille de la fille. Je veux saluer... Juste de la fille ou de toutes celles qui sont fait violer? Écoutez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fait violer. Il s'agit toujours de crimes barbares, mais... le numéro 1, s'il vous plaît, c'est celui de cette Alors, excusez-moi, il y a une fille sourde et muette de 11 ans qui s'est fait violer, donc je pense qu'elle est aussi concernée que la fille de 3 ans. Oui, c'est la même chose. J'ai voulu... c'est la même chose. Mais... Pour les parents de cette fille, je veux saluer leur courage d'avoir déclaré ce crime. Et dénoncer. Oui, puisque sans cela, il n'y aura pas, bien sûr, de solution et de remède à de tels crimes. Et puis, je veux demander à toutes les parties de sauvegarder l'anonymat pour cette fille et pour cette famille. Très bien, merci. Voilà, Madame Belrasmine, par rapport aux propos de M. Rida Blahaj du Parti Tahrir. Je ne vois pas le rapport du tout. Pour lui, la solution au Parti Tahrir et les principaux coupables sont les laïcs en général, et c'est parce qu'il y a la laïcité dans le pays qu'il y a des viols. Selon le Parti Tahrir. Il n'y a pas de laïcité dans le pays, il y a de la sécularisation. Ce qu'on appelle la sécularisation. C'est ce que lui croit, en tout cas. Et la solution, c'est la charia. Je pense qu'il a encore perdu une occasion de se taire. Parce que franchement, devant un crime, s'exprimer de cette sorte, c'est de l'indécence. Il n'y a pas d'autre mot pour désigner ses propos. Très bien. Madame Belrasmine, je partager sûrement le même avis. Très bien. On passe donc à notre deuxième... Il faut parfois s'assurer des déclarations. Mais c'est ça, c'est déplacé comme déclaration. Ça n'a rien à voir avec... Au lieu de dénoncer le crime... Si vous voulez, je vous donnerai ces déclarations sur papier qu'il a fait. Par contre, les déclarations de M. Malzour, qui justement, sont sûrement mal placées aussi. Alors, on passe au deuxième sujet. C'est le président Mansour Malzour qui était en déplacement donc, à Doha, au Qatar, et qui s'est rendu au siège
donc, donc de la télévision Al Jazeera et qui a de nouveau, donc Marzouk, qui a attaqué violemment l'opposition tunisienne depuis le Qatar. Et je cite là quelques petits extraits de ces déclarations. Monsieur Marzouk, qui a également affirmé: malheureusement, ces extrêmes ont refusé la modération et le juste milieu et ont tenté de déchirer la texture de la partie en se refusant les uns les autres avec rancune et mauvaise foi. On prépare le terrain à la violence, a clamé le président de la République. Je continue. La rivalité politique est toujours basée sur la mauvaise foi et la cruauté. En effet, les adversaires sont cruels entre eux et ont recours à la calomnie et au cancan. Mais il existe des lignes rouges à ne jamais franchir, sauf que les extrêmes l'ont fait. Qu'est-ce qu'il déclare encore? Il s'adresse à l'opposition. Dorénavant, il faut assurer un minimum de sagesse et de calme, car cette nervosité et ces discussions houleuses vont vous nuire. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça, Madame Benchaben, du parti Massar? Moi, j'étais atterrée. Quand j'étais vraiment choquée. Et ça, c'est Business News qui déclare ça. J'ai écouté la vidéo, l'intégralité de la vidéo, et j'ai écouté les propos qui ont été tenus. Quand il parle de lignes rouges à ne pas franchir, c'est lui-même qui les a franchis en sortant, en oubliant qu'il est chef d'État et qu'il est le garant de l'unité du pays et non pas le diviseur. Et il a oublié tout son parcours. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'en 48 heures, on assiste à un volte-face. C'est-à-dire, tout de suite en Europe, il tient un discours droit l'homiste, séducteur, apaisant, et il va au Qatar et il tient un discours complètement abject, il n'y a pas d'autre terme pour le désigner, d'une violence extrême dans les termes utilisés et qui sont loin d'être les propos d'un droit de l'homiste. Hein. Excusez-moi, on a tendance à oublier quand on entend des propos tenus de cette forme. Et s'il considère que défendre un État civil, que vouloir la Tunisie, que se défendre pour un projet du pays tel qu'on le vit depuis des décennies et qu'on veut continuer dans ce pays-là et pas un autre, si c'est ça de l'extrémisme, ben j'en fais partie de ces extrémistes. Et si c'est les propos-là, je ne sais pas en quoi je menace et en quoi je présente une violence quelconque, parce que moi je suis plutôt dans un discours d'apaisement et de vouloir ne pas diviser et unifier. Et là, c'est vraiment, il sort de son rôle. Et franchement, aujourd'hui, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il n'est pas à sa place. Juste une autre déclaration qu'il a déclarée aussi. M. Marzouk a commencé par affirmer craindre la rancune de certains. Il a expliqué que lui-même et ses alliés de la Troïka voulaient bien ouvrir leur coalition à d'autres composantes politiques. Et je cite, « On les a invités à maintes reprises à s'asseoir avec nous autour d'une même table pour nous concerter et pour être constructifs dans cette phase transitionnelle, laisser de côté nos différends pour le moment, mais elles ont refusé. » Comme si le diable est incarné en cette Troïka. Vous voulez que je réponde à cette deuxième déclaration? Si vous voulez. Voilà. Écoutez, là, c'est vrai qu'il a... En tout cas, là, il semble appeler plutôt à une ouverture et à un rassemblement. Ce que Takat n'a cessé, évidemment, d'appeler à ce rassemblement, et bien avant le 23 octobre, et ce bien avant le 23 octobre. C'est vrai que nous regrettons, en tout cas nous, en tant que Takat, que cette cohésion n'ait pas pu se faire, parce que nous avons toujours estimé que dans une période de transition démocratique, il n'y a pas de notion de parti au pouvoir et d'opposition, que les partis devaient tous donc travailler ensemble pour construire cette démocratie. Parce que nous ne sommes toujours pas dans une démocratie. Nous sommes dans une phase de construction démocratique. Donc là, j'acquiesce plutôt. Quoi. En tout cas, cette deuxième déclaration, enfin. Hein, voilà. Et par rapport aux autres propos, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, par rapport aux autres propos, je pense aussi qu'en tant que président de la République, M. Marzouk est le président de tous les Tunisiens. Et donc, il doit parler au nom de tous les Tunisiens. Et son rôle, c'est plutôt d'encourager la cohésion et le rassemblement, et non pas la division. C'est clair. Monsieur Hamemi, par rapport à ces déclarations, quelle est la position du parti Ennahda? Parce que là, il vous a quand même tiré. Concernant la capacité du gouvernement à instaurer le calme et la sécurité, M. Marzouk s'est encore une fois tourné vers l'opposition pour la pointer du doigt en affirmant que les opposants, et je cite, ont conditionné leur collaboration par la neutralité des ministères de souveraineté, mais une fois leurs vœux exaucés, ils ont dénigré et banalisé cet acquis. Et je cite, Ennahda a généreusement accepté cette neutralité par souci d'instaurer le calme, la sécurité et la paix civile, mais on a accueilli son geste par le dénigrement, la satire et l'insouciance. Cette revendication si chère devient subitement sans intérêt et insignifiante à leurs yeux. Écoutez, personnellement, ou même le parti Ennahda, on ne voit pas d'extrémistes à l'opposition démocratique. On ne voit pas.
Parfois, c'est à évaluer est-ce que l'opposition est constructive ou non. Il y a un différent à ce niveau. On leur accuse qu'ils ne sont pas constructifs, ils défendent ça. Bon, on est tous en train d'apprendre ici, de faire cet apprentissage de démocratie dans cette transition démocratique. Le rôle de l'opposition et le rôle de la majorité, que ce soit à l'Assemblée constituante ou bien pour tout ce qui se rapporte aux intérêts généraux. Pour ce qui est des déclarations de M. Marzouk, il faut souligner une chose. C'est que la Troïka a fait un grand effort à élargir cette cohésion au gouvernement. En particulier après que M. Ali Lared a pris en charge de construire ce gouvernement. Et je pense que toutes les conditions, toutes les exigences de l'opposition ont été satisfaites. Mais décider finalement de ne pas faire partie de ce gouvernement, peut-être que M. Marzouk a été touché, je ne sais pas, mais ça ne justifie pas ces déclarations. Je voulais rajouter quelque chose. On n'a pas choisi de faire partie de l'opposition. On s'est trouvé dans la posture de l'opposition malgré nous, parce qu'il y a eu coalition politique au lendemain des élections, alors que ce n'était pas forcément prévu et ce n'était pas ce scénario qui était le seul à retenir. On pouvait se retrouver dans le scénario d'un gouvernement de compétences nationales sur lequel tout le monde pouvait avoir un accord et tout le monde soudé autour. Ce n'est pas ce choix-là qui a été fait par trois partis, donc maintenant ils assument aussi quelque part cette situation. Après qu'on se retrouve... moi j'ai participé à la rencontre qui a eu lieu avec M. Marzouki concernant notre parti. Il y a un certain nombre d'exigences qui ne sont pas du tout remplies dans ce deuxième gouvernement. On a 22 ministres qui sont reconduits, y compris ceux qui ont été les pires pendant l'exercice de leur mandat. Je veux dire, c'est pas... Excusez-moi, on n'a pas reconduit forcément que les compétents dans les anciens. Il y a énormément d'incompétents dans les anciens qui ont été reconduits. Il y a des ministères qui posent de vrais soucis parce qu'il y a une forme d'impunité aujourd'hui mais il y a également un autre problème, c'est celui des LPR que M. Marzouk a reçu au Palais de Carthage. Ce qui est un vrai scandale, parce que recevoir des gens qui sont... Il y a quand même des preuves accablantes qui les accusent quand même. Et moi, je la trouve, mort de Lotfi Naguib, beaucoup de choses quand même. Je trouve que c'est quand même de sa part d'une très mauvaise foi, et surtout, moi, je trouve qu'il est rentré en campagne un peu tôt. Et il a oublié. Est-ce que vous pensez qu'il joue à la politique de l'autruche, M. Marzouk? Moi, je pense que c'est quelqu'un d'irresponsable, surtout, et qui oublie. À chaque fois qu'il prend la parole, moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises à l'ANC, il divise dans ses propos. Quand il parle des femmes, il a parlé des islamistes et des démocrates comme s'il y avait deux catégories de femmes dans Tunisie, alors qu'il n'y a qu'une femme en Tunisie. Il y a, avec pluriel, tout ce que vous voulez, mais et c'est pas à lui. C'est pas à lui de jouer, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'unifier, rassembler, et surtout actuellement, le pays passe par une situation extrêmement précaire et fragile, et on n'a pas besoin de discours diviseurs. Surtout qu'il y a une violence qui est en train de s'installer, se banaliser, et tenir des propos aussi violents de sa part, c'est aller dans le renforcement de ce courant de la propagation de la violence. Parce que nous promettre les échafauds, c'est quand même pas quelque chose de très tendre dans les propos pour un abolitionniste, pour quelqu'un qui compte la peine de mort. Penser à cette image-là, c'est pas rien. Est-ce que vous pensez que M. Marzouk profite encore une fois d'un auditoire à l'étranger pour tromper son public et dénigrer ses adversaires politiques? Alors, cette histoire d'échafaud... Oui. Enfin, moi, je n'ai pas lu la déclaration, je n'ai pas révisionné non plus. Mais j'ai lu, en tout cas... Oui, mais ce que j'ai lu, quelque part, je ne sais plus... Non, mais la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il profite d'un auditoire à l'étranger, M. Marzouk, pour tromper son public? Il va dans le sens du journaliste, surtout, et il renforce... Et moi, ce que je trouve réellement un peu léger de sa part, c'est que dans des pays qui n'exercent aucunement la démocratie, qui ne sont pas des vrais modèles de démocratie, il va tenir des propos qui vont dans le même sens que ces pays-là, à savoir des propos de despote. Quand il est en Europe, il joue le grand séducteur, le démocrate et autres. Là, on est dans le caméléonesque, on est dans quelque chose de double discours, et c'est pas... Et puis, il n'est pas nécessaire de juger les intentions. Il y a des déclarations, on peut faire les commentaires. Peut-être M. Marzouk lui-même
Peut-être ce plateau aurait dû plus équilibrer si un représentant de la présidence était ici. Ah, ils ont refusé de venir. Voilà. Et donc, peut-être il y a des éclaircissements à faire. Pour l'opposition. Mais la question, je ne dénigre personne. Je demande juste, est-ce que vous pensez que M. Mansour al-Marzouki a profité, entre parenthèses, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il sera à l'étranger, d'un auditoire à l'étranger pour tromper son public? Non, pas du tout. Voilà, pour tromper son public. Enfin, honnêtement, je ne saisis pas trop ce que vous entendez par là. Parce qu'à chaque fois, quand il va à l'étranger, il saisit l'opinion publique étrangère pour dévier justement l'opinion publique. Est-ce que vous pensez à vos yeux que ce qu'il a fait à Doha, à Qatar, c'est encore une fois la même chose? C'est tout. Et pourquoi aller à Al Jazeera? Pourquoi aller là-bas? Pourquoi faire ces déclarations à Al Jazeera? C'est une question que beaucoup de Tunisiens se posent au jour d'aujourd'hui. Pourquoi le président de la République de la Tunisie se déplace à Doha, donc ça c'est dans le cadre d'autre chose, mais se déplace au siège de la télévision Al Jazeera pour animer un débat? Attendez, c'est pour animer un débat qui porte comme titre « Quelle démocratie pour les pays arabes ?» Il a été animé par le président de la République tunisienne, Mansour al-Marzouki, le 26 mars 2013. Voilà, personne ne peut répondre. Pourquoi? Il n'y en a pas de chaîne de télévision en Tunisie? On devra poser cela à la présidence de la République pour une réponse. En tout cas, dans ses réponses, il va dans le sens du journaliste, surtout. Moi, j'ai suivi le débat. Il va dans le sens du journaliste qui lui dit quasiment les réponses. Et il est complètement dans quelque chose de diviseur, surtout. Alors, madame a parlé. Et là, c'est dommageable, quoi. C'est dommageable. Et pour l'image du pays. Sur la déclaration, il parce rassemble. que je vous dis encore une fois que je n'ai pas suivi le débat, donc je ne peux pas me prononcer. Sur la déclaration que vous m'avez lue, c'était plutôt un appel donc, au rassemblement, ce que j'ai pu comprendre. Je vous souhaite de regarder la vidéo, parce que quand il parle d'un appel au calme, etc., il était assez agité au niveau de la vidéo. Monsieur je ne peux pas me prononcer sur ce que je n'ai pas visionné. On va passer à un autre sujet. Oui. Je vais vous montrer un VTR qu'on a pris sur la toile, sur Facebook, qui a été partagé par énormément de Tunisiens et peut-être d'étrangers aussi sur Facebook. C'est Radio Kalima qui a publié cette vidéo-là. C'est assez choquant. On regarde tout de suite le reportage ensemble et on revient. C'est bon. Viens, tu ça fait Voilà donc la vidéo que Radio Kalima a publiée, qui a fait polémique. C'est scandaleux. Le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête par rapport à ça. Il paraît que ce serait une fille qui faisait partie du Forum social mondial, donc la 12e édition, 30 000 personnes, 4 500 associations, la première fois dans le monde arabe, 3e fois en Afrique. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous avez vu? C'est horrible, encore une fois. Encore de la violence? Oui, non acceptable. J'ai entendu ce matin que le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête. Il a ouvert une enquête par rapport à ça. Il faut arrêter immédiatement ces 2 policiers. Et puis, on verra si les résultats ou bien les décisions suite à cette enquête seront en mesure de ce qu'on a vu, qui est choquant. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Est-ce que vous ne pensez pas, encore une fois, que c'est un manque de formation de la police, des forces de l'ordre, de réagir comme ça? Il n'y a aucune justification de ce qu'on vient de voir. Ah, ça c'est certain, je ne suis pas en train de justifier ça. Mais justement, le fait d'en arriver là, est-ce que ce n'est pas un manque de formation de notre force de l'ordre? Mais dire qu'on a besoin de formation et de coaching et de la sensibilisation au ministère de l'Intérieur et partout dans ce pays, ça... Vous êtes d'accord? Tout à fait, bien sûr. Très bien, Madame Benarasmé. Ce sont des images choquantes, bien sûr. C'est de la violence policière, ça ne peut que choquer.
C'est aussi le problème du secteur. Il ne faut peut-être pas condamner tous les l'ensemble du secteur, du Millennium. Mais c'est un secteur qui n'a pas encore été réformé et malheureusement, il y a des réformes qui doivent se faire, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si voilà. Madame Charlène. Oui, moi je trouve c'est extrêmement choquant, cette violence gratuite, cette violence délibérée. Mais en plus, je veux dire, cette fille ne présente aucun danger pour ces deux hommes, visiblement. Bon, certains disent qu'elle était sous l'emprise de l'alcool, etc., mais c'est pas une raison. Mais il n'y a rien qui puisse justifier cette violence, rien. Mais, et on revient encore à la question de l'impunité. C'est un secteur qui croit pouvoir échapper à toute règle et à toute loi. Il y a un vrai problème, pas seulement au niveau de la sécurité ou au niveau du ministère de l'Intérieur, mais au niveau pratiquement de tout le pays aujourd'hui. La violence, elle est en train de s'installer et de se banaliser. Parce que moi, ce qui me choque encore aussi, c'est de voir des gens qui passent et qui ne regardent même pas. Qui ne réagissent pas. Qui ne réagissent pas. Je veux dire, ils ne s'arrêtent même pas, ils ne dénoncent pas, ils disent rien. Et, parce qu'ils ont peur, peut-être même si on peut, je ne sais pas, et ça me choque autant. Et c'est ça qui me fait peur, moi. C'est cette banalisation de la violence qui est en train de s'installer petit à petit et à laquelle il va falloir qu'on fasse vraiment attention et qu'on prenne vraiment aujourd'hui conscience de la gravité de la situation à ce niveau-là. Parce que la violence dans les propos, je veux dire, nous-mêmes, on croise des policiers tous les jours et on entend des choses pas très reluisantes et franchement, dont on se passerait allègrement. Ils ne sont pas tous... ils ne sont pas tous comme ça, ils n'ont pas tous des problèmes de retenue au niveau de leur comportement et autres. Encore une fois, mais en même temps, il y a énormément de dérapages dans ce secteur. Donc il va falloir maintenant qu'on prenne conscience que ce n'est pas possible de continuer sous cette forme, mais c'est en haut de l'État que ça commence. Je veux dire, toutes les enquêtes n'ont pas abouti jusqu'à maintenant, où il y avait énormément de violences exercées, y compris... Vous parlez du 9 avril, vous parlez devant l'UGTT, etc. Toutes. Monsieur Hamel. J'ai fait mes commentaires. Bien sûr, les jeunes Tunisiens n'ont pas engagé cette révolution pour être tirés après 2 années de cette manière. C'est refusé. Ces 2 policiers devront être arrêtés immédiatement et qu'il n'y a aucune excuse, aucune raison, aucune justification. De traiter une personne de cette manière. Il n'y a aucune justification qu'ils continuent à faire policier dans le futur. Madame El Asmel, une dernière question, parce que Madame Charben a évoqué justement des dossiers qui n'ont pas rendu leur verdict au jour d'aujourd'hui. Vous êtes dans la Troïka. Est-ce que vous exercez des pressions sur le parti Nahda, qui est vraiment au pouvoir, qui tient les rênes de ce pays, en tant que Troïka, par rapport aux enquêtes qui n'ont pas abouti au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait des pressions justement pour avoir les résultats de ces enquêtes, pour aboutir un résultat au niveau de ces enquêtes? Je parle notamment du 9 avril, je parle des attaques à l'UGTT, devant l'UGTT, etc., etc. Notre fille Naguev Chokri Blaïd, encore, le martyr Chokri Blaïd, on ne sait pas encore, ça fait combien de temps là? Ça fait peut-être plus d'1 mois que cette histoire-là... Le 6 février. Voilà, ça fait quand même depuis 6 février que ce monsieur est mort. Aujourd'hui, on n'a pas les coupables. Takat, elle fait partie donc de ceux qui ont appelé à l'ouverture des enquêtes à chaque fois qu'il y a eu des dépassements. Et c'est un parti qui suit de près ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, donc, vous me disiez, est-ce que Takat exerce une pression? Mais je pense que ça a été prouvé à maintes reprises que Takat exerçait beaucoup de pression au niveau de la Troïka. Bon, je n'aime pas beaucoup le mot pression. Je pense que je préfère parler de collaboration, mais en tout cas, pour ce qui est de la constitution du nouveau gouvernement, vous savez qu'Atakat, jusqu'à la dernière minute, a exercé quand même beaucoup de pression pour... Le parti Nahda au gouvernement de M. Ali Laraïd n'a moins que le tiers des sièges du gouvernement. Donc peut-être il faut raisonner autrement, ou bien s'habituer à faire un nouveau raisonnement, puisqu'on n'est plus au ministère régalien. Et on a, même s'il y aura un vote actuellement, et le parti Nahda est seul, dans ce point de vue, ça ne passe pas. Et d'ailleurs, il y a des échos qu'actuellement, il y a de nouveaux projets qui ne passent pas. Donc, et puis...
Actuellement, même le ministre de l'Intérieur, il est indépendant. Et le parti Nahda sera toujours avec les droits, avec les libertés, avec la défense et la neutralisation des jeunes Tunisiens. Hein. Vous ne pensez pas qu'on accepte que cela se passe en Tunisie? Mais j'espère bien. J'espère bien. La neutralisation des ministères de souveraineté a été justement réclamée par Takatala. Ça, tout le monde le sait pertinemment. Ça a été une revendication très forte. Ça a été une revendication très forte de notre parti. De l'opposition depuis des mois et des mois et des mois, je vous le rappelle quand même. C'est tout, hein, c'est quand même... Je n'ai pas dit, j'ai pas dit que l'opposition n'avait pas non plus fait la même demande, mais en tout cas, c'était une revendication claire du parti Attakatel. Et puis, vous parliez du ministère de l'Intérieur, vous savez que c'était aussi une proposition de notre parti. Ben Jaddo, c'était une proposition qui émanait du parti Attakatel. Très bien, voilà, donc c'est la fin de ce numéro encore de Débat News. J'espère qu'on a répondu à vos questions, vous à la maison, où que vous soyez et vous nous regardiez. J'espère qu'on a répondu à vos questions sur l'actualité de la semaine dernière. Merci beaucoup à Monsieur Ahmed Hamemi, membre du conseil de la Choura du parti Nahda. On espère vous revoir quand même. Madame Donia Ben Rasmen, membre du conseil national du parti Takateli, avocate aussi, on le rappelle. Et Madame Nidia Charben, membre du bureau politique du parti El Massal. Je rappelle aussi que dans la première partie, il y avait Monsieur Jawab Benbar, coordinateur du réseau de Stourna, et aussi Madame Nebiha Kamoun Klili, présidente de la Chambre nationale des crèches et des jardins d'enfants à l'UTICA. On rappelle quand même nos principaux titres de l'actualité de la semaine dernière. Donc les propos de M. Marzouki à Doha, à Qatar, les différents viols qu'il y a eu la semaine dernière et surtout notamment la petite fille de 3 ans qui a déclenché cette polémique et bien sûr la dernière polémique en date avec la fille qui s'est fait traîner à avenue Jean Jaurès par 2 policiers que Radio Kelima a descendu sur la toile. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain à 20h15 pour un nouveau numéro de Débat News. Bonne fin de soirée sur notre chaîne.